Sur le plan clinique, les phénotypes sont très hétérogènes, difficiles à prédire, même au sein d'une même fratrie, on peut avoir une grande variabilité. On retrouve la plupart du temps une hypotonie, un retard du développement, un retard psychomoteur, une déficience intellectuelle, des troubles de la coagulation et une hypoglycémie, et un strabisme. Sur les 160 CDG décrits, ceux qui sont traitables se comptent sur les doigts de la main et c'est ceux que je vais vous présenter aujourd'hui. Le dépistage au laboratoire de biochimie se fait par l'étude de la sialylation terminale de la transférine. Pourquoi la transférine ? L'albumine est bien plus abondante dans le sérum que la transférine. Malheureusement, c'est une des seules qui n'est pas glycosylée. La transférine, elle a l'avantage d'avoir 2 sites de glycosylation. Et lorsqu'ils sont complets, on a 2 N-glycanes qui sont surmontés chacun par 2 acides sialiques terminaux qui sont chargés négativement. Donc quand on sépare les isoformes de la transférine, par exemple à Bichat on utilise l'électrophorèse capillaire, on va avoir, vous et moi, une majorité de 4 sialotransférines, donc au maximum, enfin entre 76 et 84%, et la 2 sialo et 0 sialotransférine se doit d'être inférieure à 2%. Lorsqu'on a une anomalie qui précède le transfert de N-glycane, on va avoir une absence totale de N-glycane. Donc on va avoir une transférine qui peut avoir 2 glycanes, 1 glycane ou 0 glycane. On a donc un profil en 4, 2 et 0. Lorsqu'on a une anomalie qui a lieu pendant l'élongation et la maturation des glycanes après le transfert sur la protéine, on a un profil de CDG de type 2, c'est-à-dire que par exemple, ici, vous avez un galactose qui est symbolisé en jaune et on n'a pas d'acide sialique au-dessus. Donc, on peut avoir un profil qui peut être en 4, 3, 2, 1. Et donc, on a une augmentation de toutes les formes hyposialylées de la transférine. À Lille, où j'ai travaillé pendant 11 ans, on utilise une méthode historique qui est également le gold standard. Il s'agit de l'isoélectrofocalisation de la transférine. C'est exactement le même principe, sauf qu'on va avoir une lecture qui va être verticale. Donc, chez un sujet sain, on aura une majorité de 4 sialotransférines. Pour un CDG de type 2, on a un profil en 4, 2, 0. Et pour un CDG de type 2, une augmentation de toutes les formes hyposialylées. Alors, l'avantage de ces techniques, c'est qu'ils peuvent être utilisés pour d'autres analyses dans votre laboratoire, comme la séparation des protéines, les électrophorèses des protéines sériques, ou pour une confirmation d'une anomalie de l'hémoglobine. Et en Europe, on l'utilise pour la détection d'une consommation chronique d'alcool, car la CDT va être un peu comme l'hémoglobine glyquée pour l'alcool, elle va refléter la consommation pendant les 21 derniers jours. C'est une anomalie de glycosylation qui est évidemment acquise. On ne sait pas comment l'alcool va déglycosyler, mais on aura un profil qui sera similaire à un CDG de type 1. Les écueils diagnostiques qu'on peut avoir en laboratoire de ville lorsqu'on diagnostique les CDG et la CDG. Le premier écueil, ce sera des variants de la transférine. Car si vous avez hérité d'un allèle de l'un de vos 2 parents qui a une mutation sur le squelette peptidique, c'est-à-dire un de vos acides aminés chargés négativement perd une charge négative ou gagne une charge positive, vous allez avoir sur le profil d'électrophorèse 2 transférines, donc 2 grands pics comme ceci. Au laboratoire, on utilise la neuraminidase pour s'affranchir de cet écueil. Deuxième écueil, lors des pathologies sévères hépatiques, eh bien, la transférine est synthétisée au niveau hépatique. On s'imagine bien qu'une pathologie hépatique sévère va donner une anomalie sur le profil. Donc ici, vous avez carrément une fusion de la forme 3 sialotransférine avec la 2 sialotransférine et un pic d'IgG1 polyclonal ici qui va nous empêcher de lire notre électrophorégramme. Lors d'un CDG, on l'a vu, on avait pour un type 1 un profil en 4, 2, 0. Mais dans d'autres maladies rares du métabolisme comme la galactosémie congénitale ou la fructosémie congénitale, on peut avoir également un profil en 4, 2, 0. Alors le clinicien et le biologiste vont regarder l'âge du patient évidemment et la clinique pour faire la différence. Et en cas d'un éthylisme chronique, donc en Europe on l'utilise en psychiatrie, en addictologie, mais également en médecine légale lors des accidents et en médecine du travail, notamment pour les conducteurs SNCF en France, on fait un test de CDT et vous voyez qu'on a également un profil en 4, 2,
0. C'est également visible en isoélectrofocalisation de la transférine. On a un profil similaire en cas d'un CDG et en cas d'une consommation d'alcool. C'est évidemment très marginal en Algérie. Maintenant, je vais vous présenter quelques cas cliniques. Le premier cas, il s'agissait lors de son diagnostic d'une petite fille qui présentait à la naissance des hypoglycémies et un hyperinsulinisme, ainsi que des diarrhées qui ont provoqué une déshydratation et une dénutrition de l'enfant. Et le pédiatre a jugé bon d'effectuer une électrophorèse de la transférine pour rechercher un CDG. Et vous voyez, qu'est-ce que ça vous inspire? On a bien un profil en 4, 2, 0. Ici, on a une dicialotransférine qui est à 17%, c'est énorme. Une 0-cialotransférine qui est à 2%. Et évidemment, le dépistage sera complété par une analyse génétique et les généticiens nous rendent 2 mutations récessives héritées, une du père et une de la mère, dans le gène MPI. Alors le MPI-CDG, il est un peu particulier. C'est le deuxième à avoir été décrit, c'est le CDG 1B anciennement. Alors la nomenclature, au départ on nommait les CDG, CDG 1A, B, C, CDG 2A, B, C, mais aujourd'hui on en a plus de 160, donc l'alphabet n'est pas assez long. Donc on nomme les CDG avec la mutation, le gène muté plus CDG. On a donc le MPI-CDG. Et sa clinique est très différente des autres CDG, parce que en dehors d'une hypoglycémie, un syndrome gastro-intestinal et hépatique, et la coagulopathie qui est habituelle, on n'a pas de signes neurologiques. Donc ce sont les seuls CDG qui ne vont pas avoir de déficience intellectuelle. Donc ils vont pouvoir vivre comme vous et moi, et leur diagnostic peut être fait de façon inopinée lors d'un test de CDT, par exemple, lors d'un excès de vitesse, ou par exemple en Norvège, ils vont faire la CDT chez toutes les femmes enceintes. Et donc de temps en temps, on trouve un MPI-CDG qui s'ignore, qui avait des troubles gastro depuis la naissance. Et donc le gène MPI il code pour la phosphomanomutase. Et elle va être responsable de l'interconversion du fructose 6-phosphate en mannose 6-phosphate. Celui-ci va donner du GDP-mannose qui va initier la synthèse du précurseur du N-glycane dans le réticulum endoplasmique. Donc on se doute bien que si on n'a pas de MPI, on ne va pas pouvoir avoir de N-glycane et on va avoir un CDG de type 1. Les biologistes se sont dit, pourquoi pas administrer du mannose à l'enfant pour shunter cette voie métabolique. Et effectivement, le mannose, qui est administré par voie orale, c'est un sucre, va permettre de redonner du mannose 6-phosphate et mannose 1-phosphate dans la cascade. Aujourd'hui, on a 15 patients qui sont suivis en France et le PNDS, donc le protocole national de diagnostic et de soins publié en 2020, recommande le mannose. On a une posologie qui est entre 0,7 et 2 grammes, 0,2 grammes par kilo par prise, 3 à 6 fois par jour et il est bien absorbé. Qu'est-ce que ça veut dire cette posologie? C'est qu'on est à 15 à 30 kilos par an pour un adulte de 70 kilos, donc de mannose ingérée. Donc effectivement, on a des gros problèmes d'observance. Notre patiente, qu'on suit depuis qu'elle est petite, a aujourd'hui 28 ans et elle ne prend pas son mannose. Elle arrête de façon spontanément et répétée son traitement. En 2024, elle est enceinte et on a une décision pluridisciplinaire donc entre les biochimistes, les chercheurs, les pédiatres, les nutritionnistes et les patients de reprendre le mannose à faible dose durant la grossesse. On fixe à 4 grammes par jour, puis 8 grammes par jour la dose du mannose, associée à de l'Ovenox. En effet, on avait le cas à Lille d'une patiente CDG MPI qui était enceinte et qui ne prenait pas son mannose. Et elle a fait un épisode thrombotique gravissime peu de temps après la naissance de son enfant. Donc là, on a pris la décision de donner du mannose de façon progressive. Et vous voyez, en un mois, on a divisé par 2 la valeur de la CDT. On est passé de 19% à moins de 10%. Après 6 mois de traitement, on a, vous voyez ici en bleu foncé, la 4-cialotransférine, dans la forme normale, qui est quasiment normalisée. On atteint presque 70%, au détriment de la 2-cialo et de la 0-cialo qui chutent.
C'est la même chose ici représentée sous forme d'histogramme. Le bleu du milieu représente la 4-sialotransférine et c'est stable au cours du temps. Alors c'est bien joli d'améliorer la glycosylation, mais qu'en est-il des autres paramètres biologiques? Eh bien, en ce qui concerne la coagulopathie, on voit que on a symbolisé ici par une étoile l'arrêt spontané du traitement par la patiente et par des flèches la reprise du mannose et l'augmentation du mannose. On voit que à l'arrêt du traitement, le TP, l'antithrombine 3 et le facteur 11, qui sont plus préférentiellement touchés dans les CDG, chutent drastiquement et se normalisent progressivement lors de la reprise du mannose. On est presque à 100%. Qu'en est-il des transaminases? Eh bien, à l'arrêt du traitement, on a une augmentation progressive des transaminases et quelques jours après seulement la reprise du mannose, on a une chute et une normalisation des transaminases. L'accouchement est déclenché à 38 semaines d'aménorrhée en raison d'un retard de croissance intra-utérin. Une petite fille née, elle fait 2 kg 390 et en raison d'un score ACPAR un peu faible à la naissance, on la surveille pendant quelques jours et au bout de quelques jours, on a une nette amélioration clinique de l'enfant et la mère et l'enfant sortent indemnes de la maternité. On décide de poursuivre l'anticoagulation curative pendant 3 mois chez la maman et la reprise du mannose à une dose normale, donc 12 grammes par jour. On fait par acquis de conscience une électrophorèse de la transférine chez l'enfant. Et on obtient cet électrophorégramme. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est tout à fait normal et est-ce que c'était attendu? Effectivement, c'était attendu puisque c'est une maladie à transmission autosomique récessive et le papa n'avait pas de mutation dans le gène MPI. Ouais, on l'a fait par acquis de conscience. Donc on peut dire que le mannose a une bonne tolérance pendant la grossesse. Il permet une bonne observance de la patiente et il est safe pour l'enfant. Deuxième cas clinique. Il s'agit d'une petite fille d'origine algérienne dont le père et la mère sont apparentés. Et en raison d'un retard de croissance intra-utérin, on a une analyse de la glycosylation pour cette petite fille. Elle présentait des troubles gastro-intestinaux, une stagnation et du poids et de la taille dans sa petite enfance, une dysmorphie faciale très modérée, un nystagmus, c'est-à-dire qu'elle a un mouvement spontané des globes oculaires, et une hépatomégalie. Et vous regardez son profil à quelques semaines de vie. On a un profil qu'on dit en doigt de la main. Donc on a une augmentation de la 3 sialo, de la 2 sialo, de la 1 sialo. Donc on a vraiment le profil qui est typique d'un CDG de type 2. Et on avait une mutation de le gène TMEM 165 CDG qui est connu pour être un CDG de type 2. On a également fait une spectrométrie de masse du N-glycone. Donc on a fait la spectrométrie de masse de tous les N-glycanes du sérum. Donc ça c'est un profil contrôle et vous voyez que pour cette petite fille, il nous manque pas mal d'espèces N-glycaniques ici et il manque surtout celles qui ont du galactose. Les sucres sont représentés, donc par exemple ici le galactose ce sera toujours un cercle jaune et on se dit qu'il y a une erreur au niveau de l'étape de galactosylation. Il se trouve qu'en fait TMEM 165 code pour une protéine transmembranaire qui est responsable de l'importation de manganèse dans l'appareil de Golgi. C'est même le principal importateur de manganèse dans l'appareil de Golgi. C'est un CDG qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai passé 4 ans de ma thèse sur le sujet. Et quand je suis arrivée à Paris, on a eu le premier CDG TMM 165 français. Après une concertation pluridisciplinaire, on a décidé de traiter le patient par du manganèse, à l'aide donc des pédiatres, des biochimistes et des chercheurs, car le manganèse va être le cofacteur essentiel des galactosytransférases, donc on va pouvoir permettre à ces glycanes d'être enfin galactolysés. Donc on a commencé par une dose très faible de 2 mg par jour, parce que trop de manganèse dans l'organisme peut créer le manganisme, qui est toxique, ça donne un syndrome parkinsonien. Donc là, on est resté dans des doses très faibles et après 9 mois seulement, au niveau de la glycosylation,
on a une nette amélioration du profil de glycosylation, on a même une quasi-normalisation. Si on regarde le N-glycome, on a restauré nos espèces galactosylées. Donc ça a donné lieu à de nombreuses publications. Qu'en est-il sur le plan biochimique? Donc là, on a les dernières données. Donc au bout d'1 an et demi de traitement par manganèse, on a une quasi-normalisation de la 4-sialotransférine. Pour les transaminases, c'est encore spectaculaire. Juste après administration de manganèse par voie orale chez la petite, on a une chute des azates jusqu'à normalisation. Pour les facteurs de coagulation qui nous intéressent pour les CDG, c'est-à-dire facteur 11, antithrombine 3, protéine C et protéine S, on a une normalisation jusqu'à 100%. Et la petite continue de grandir et elle s'améliore. Dernier cas clinique. Il s'agit d'un enfant de 4 ans et demi qui présente encore une fois des hypoglycémies, un retard de croissance, une cytolyse hépatique, mais cette fois-ci associée à une rhabdomyolyse et des anomalies de la fente palatine. Je vous laisse regarder ce profil qui est un peu particulier. On a l'impression que on s'est trompé de tube, qu'il y a un anticoagulant qui interfère. On a rarement vu ça. Et en fait, il se trouve que si on regarde bien, on a la superposition d'un profil de CDG de type 1 avec un profil de CDG de type 2. Et la seule enzyme qui peut être responsable de ceci, c'est-à-dire une enzyme qui va être responsable de la synthèse de l'UDP glucose et UDP galactose qui est nécessaire à la fois pour la synthèse du précurseur dans le réticulum et aussi l'élongation dans l'appareil de Golgi, ça va être la phosphoglucomutase 1, donc qui convertit le glucose 6-phosphate en glucose 1-phosphate. On a dans le monde une centaine de patients décrits uniquement. Certains patients ont seulement une faiblesse musculaire, mais d'autres vont présenter une atteinte beaucoup plus grave, multiviscérale, avec des anomalies hépatiques, rhabdomyolyse, hypoglycémie, malformation congénitale et les fameuses coagulopathies. On s'est dit, eh bien, si on veut chanter cette voie métabolique, on n'a qu'à administrer du galactose, un autre sucre, par voie orale, en poudre, chez le patient, donc à dose de 0,5 à 3 grammes par kilo par jour. On a vu une amélioration clinique chez les patients dans la littérature et elle est bien tolérée. Qu'en est-il pour notre patient? Alors là, on a un profil de février 2024 et là, un profil de mars 2024. Donc en seulement un mois, on a, après un traitement de 1 gramme par kilo, on a une nette amélioration du profil. Et ça, ce sont les dernières données, donc ça date du 25 septembre de cette année. Et on a ici en orange la 4-sialotransférine qui est normalisée et c'est monté de façon exponentielle, donc le profil est normalisé. Qu'en est-il des facteurs biologiques? Eh bien, les azates et les alates chutent à l'instauration du galactose et il en va de même pour les facteurs de coagulation. Encore une fois, ils se normalisent. Quelles sont, donc c'est ma dernière diapo, quelles sont les autres thérapeutiques personnalisées dans les CDG? Alors, le PMM2 CDG, le CDG 1A, c'est le plus fréquent, on compte plus de 1000 patients dans le monde. C'est le premier à avoir été découvert. On aimerait beaucoup avoir une thérapeutique. Malheureusement, vous voyez que la PMM2 convertit le mannose 6-phosphate en mannose 1-phosphate. Et si on donne du mannose, on va jamais obtenir de mannose 1-phosphate. Il ne va pas pouvoir entrer directement dans la cellule. Il y a une entreprise, Glycomine, qui s'évertue depuis 10 ans à essayer d'encapsuler ce mannose 1-phosphate directement pour l'administrer à la cellule. Malheureusement, il ne passe pas la BHE. En attendant, on a des traitements symptomatiques. L'acétazonamide, le Diamox, vous le connaissez peut-être pour le traitement du glaucome, de l'épilepsie ou de l'hypertension intracrânienne, ou également pour traiter le mal des montagnes si vous faites de la randonnée. Eh bien, il a été montré que l'administration du Diamox, qui est une molécule qui était déjà sur le marché, améliore nettement le syndrome cérébelleux chez les patients. On a une collègue pédiatre espagnole qui nous a montré des vidéos lors du dernier congrès et c'est assez spectaculaire.
Un autre CDG pour lequel on a bon espoir, c'est le NANS-CDG. C'est lorsqu'on a un défaut en sialylation. Donc c'est la dernière étape de synthèse du N-glycane, le N-glycane terminal. On a essayé de supplémenter les patients en administrant de l'acide sialique par voie orale et c'est un échec. L'acide sialique n'arrive jamais à destination. Je fais partie d'un projet de recherche européen, donc RDRA, pour lequel on a demandé une subvention avec mes collègues allemands, néerlandais et belges pour développer un traitement par voie IV, cette fois administré de l'acide sialique par voie IV directement chez les patients. Donc, ce projet européen, j'ai terminé, nous permettra, je l'espère, de trouver des thérapeutiques pour d'autres patients. Ce qu'il faut retenir, c'est que les CDG, c'est une maladie rare, mais il existe des techniques de diagnostic qui sont simples et abordables. Il existe également des traitements pour certains d'entre eux qui sont simples et abordables et ça peut vraiment changer le quotidien des patients. Je vous laisse mes contacts et si vous voulez vous intéresser un peu à la glycosylation, notre site internet CDG Bichat vous permettra de retrouver tous nos protocoles. Merci.